Est-ce que vous avez vu l'info concernant Hendrick ? Info, alors vraiment surprenante, puisque Fabrizio Romano, généralement c'est du solide, info confirmée par l'équipe, c'est du solide également, disent que le jeune international brésilien aurait choisi Lyon, privilégierait Lyon en tout cas, lors du mercato d'hiver. Ça paraît fou, non, comme info? International brésilien, combien de sélections? Parce que c'est un crack, 14 sélections, on n'en parle pas depuis quelques mois parce qu'il n'a pas joué. Zéro minute. 0 minute avec le Real cette saison. Mais voilà, il veut jouer la Coupe du Monde. 14 sélections, on l'avait un petit peu oublié malgré son jeune âge, 19 ans. Ça a été le plus jeune d'ailleurs à débuter en sélection du Brésil. Il a même battu le record de Ronaldo le Brésilien. Et il a coûté très cher au Real, quand même 60 millions. Il jouait pas beaucoup avec Ancelotti, mais quand même, les matchs de coupe, il les jouait. Avec Xabi Alonso, il joue pas du tout. Et le problème, c'est que c'est un avant-centre qui a besoin de retrouver des sensations et puis qui s'est fixé la Coupe du Monde. Et qui veut aller à la Coupe du Monde 2026. C'est bien, c'est son objectif. Lyon, hein. Et après, le problème, c'est qu'il a été blessé à la fin de la saison dernière, blessure à la cuisse en mai dernier. Donc, il n'a pas participé à la Coupe du Monde des clubs. Et puis là, c'est plus le deuxième choix derrière Kylian Mbappé, parce qu'il y a également Gonzalo Garcia qui fait partie de cet effectif. Et quand on voit comment les stars du Real apprécient de sortir, on comprend qu'il est peu de temps de jeu. Oui, mais pourquoi Lyon? Parce qu'il y a certainement de plus grosses écuries européennes intéressées. Il y aura de la concurrence. Alors, je vais poser une question. S'il s'agit d'un prêt ou d'un transfert? Un prêt. Un prêt payant. Je trouve que c'est le super choix. Parce que si le Real réfléchit bien à cette opportunité de prêt, il tombe sur un entraîneur à Lyon qui s'appelle Fonseca. Et Fonseca, c'est un super entraîneur qui va sans doute donner. Alors bon, c'est pas difficile de lui donner. Alors qui va sans doute, encore une fois, pour l'instant, qui pourrait en tout cas lui donner du temps de jeu. C'est un réel talent, ce joueur. Il a que 19 ans. Comme vous l'avez dit, il sort d'une blessure longue, etc. Et rien de mieux que d'être sous la férule de Fonseca pour pouvoir continuer à progresser et retrouver de la minute. Parce qu'à cet âge-là, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est jouer. Autre élément à prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas de véritable avant-centre dans l'effectif lyonnais, si ce n'est Satriano qui est arrivé à la fin du mercato. Donc ça, forcément, ça compte pour s'assurer un certain temps de jeu du côté du Mais clan. Satriano, qui était voué être une doublure initialement quand il est arrivé, et puis bon, il met un but tous les 2 ans, Satriano. Donc là, Hendricks, ça leur fera évidemment énormément de bien. Ce sera un gros coup. Le salaire, on n'en parle pas aujourd'hui, c'est peut-être le Real qui se... il gagne 350 000 par mois. Quand même. Et c'est un prépayant, on parle de 5 millions juste pour 6 mois. Ça coûterait 5 millions pour 6 mois. Après, on n'imagine pas l'OL en capacité de prendre l'intégralité du salaire du joueur, ça c'est sûr, faudra s'arranger et c'est seulement le début des discussions. Dans les prêts de ce type de club à ce type de club, vous avez, pour l'avoir bien connu, vous avez environ entre 50 et 90% du salaire qui est pris en charge par le prêteur. On suivra ça de très près. On parle du Real. Vinicius vient de présenter ses excuses après sa colère. Vous en souvenez, à la fin du Classico. On vous rappelle l'histoire. On a même l'image ici. Xabi Alonso l'avait rappelé sur le banc à 20 minutes de la fin, alors que le Real menait 2-1. Et Vinicius, en colère, avait semble-t-il lancé « Je quitte cette équipe, je me barre, c'est mieux que je m'en aille ». Il s'excuse aujourd'hui à travers son compte X. Le compte X, regardez ce qu'il a écrit. Ça va arriver. Aujourd'hui, je souhaite présenter mes excuses à mes coéquipiers, au club et au président. Parfois, la passion me submerge car je veux toujours gagner et aider mon équipe. Excuses sincères ou pas? Parce qu'on sait qu'il bouillonne intérieurement. Il n'y a pas le coach déjà dans ses excuses, donc ça veut dire énormément. Ouais. Alors, on a pris des extraits. Mais dans la déclaration, ça fait beaucoup parler en Espagne parce que justement, il a omis et sans doute pas totalement involontairement de citer Xabi Alonso. Donc excuse moyennement sincère à vous écouter. Peut-être sincère vis-à-vis de ses coéquipiers, vis-à-vis des dirigeants, vis-à-vis du club, mais ça veut aussi dire que la rupture, là, elle est consommée avec Xabi Alonso. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Alors, rupture consommée, vous êtes d'accord? N'oubliez pas, il était sorti à chaud, on le voyait, donc ça a été décrypté ce qu'il disait. Il est quand même revenu, il était parti au vestiaire, il est revenu s'asseoir. Mais ça prouve aussi que le Real, c'est une institution, c'est au-dessus de tout. Donc n'importe quel joueur doit s'excuser. Il s'est d'ailleurs excusé physiquement devant le groupe. On parlait d'Hendrick tout à l'heure. Est-ce que Vinicius, qui n'est plus Vinicius depuis l'arrivée de Mbappé, va devoir quitter le Real pour redevenir le Vinicius d'avant? C'est pas possible. Non, parce que Kylian Mbappé prend beaucoup de place quand même. Et pourtant, là, il peut y avoir une très belle complémentarité entre ces deux joueurs. Vous avez vu la vitesse que ça dégage, cette équipe. Maintenant, est-ce que Vinicius est capable d'accepter un petit peu d'ombre pour mieux rejaillir? Eric, Mbappé sort jamais. Il fait les matchs jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il est en colère. Voilà. Et il est sorti à la 70e. Moi, je l'ai vu, le Classico. Franchement, c'était le meilleur du match.
Vinicius. Et de sortir à la 70e, il a dû dire, mais c'est pas possible. Et il y avait 2-1. C'est-à-dire que c'était pas plié le match. Ouais. Loin de là. Ça a dû lui coûter ses excuses. Hein. Ah oui, parce qu'il devait être extrêmement frustré et en colère. Mais ce qui est ça veut sûr, dire c'est qu'avec que- Ancelotti, il ne sortait jamais. Non. Et là, effectivement, la Il donne était a changé avec quasiment Xabi Ballon d'Or, Alonso. hein. Voilà. Mais depuis ce temps-là, d'ailleurs, ça va beaucoup moins bien. On a l'impression quand même que les Brésiliens ont du vague à l'âme à ce moment au Real. ça en fait Vinicius, deux, là. Rodrigo, Hendrick, 3. ça fait beaucoup quand même. Hein. Ouais, après, il faut laisser. Ils ont, là aussi, enfin, on parlait de Fonseca tout à l'heure, ils ont un excès. C'est un top entraîneur, Xabi Alonso. Donc, ce type de joueur est arrivé à un tel statut qu'aujourd'hui, tout petit grain de sable dans la machine les perturbe. Il serait quand même bon de. On verra au Et prochain c'est match, le il cas. est sorti à 20 minutes de la fin. Et écoutez, on verra déjà ça la semaine prochaine en Ligue des Champions, parce qu'on rappelle que le Real se déplace à Liverpool. Gros morceau, Liverpool-Real, ce sera mardi soir en multiplex ou en intégralité sur les antennes du groupe Canal. On vous rappelle d'ailleurs à ce propos que ce multiplex sera, parlez-en autour de vous, offert à tous, même si vous n'êtes pas abonné. Donc ce sera mardi soir. Liverpool va mal, on va parler des Anglais, regardez le classement, c'est un championnat de fou, votre ancien championnat là, en ce moment. C'est crazy. Il est illisible ce classement, quand on regarde les 5 premiers, quand on voit que Bournemouth est actuellement 2e du classement, Sunderland 4e, et au milieu, il y a Tottenham 3e. Vous l'aviez vu venir ça, Tottenham 3e, messieurs? Ah non, vu la dernière saison qu'ils ont réalisée, c'était pas gagné. Mais il y a eu un super recrutement. Peut-être à l'écouter. Ouais. Il y a eu un bon recrutement et puis ça n'avançait plus avec Postecoglou. C'est l'effet Thomas Frank, Et alors Thomas Frank arrive avec. Apparemment, il y a des petits soubresauts aussi à l'intérieur. Mais Thomas Frank, il a une ambition quand il arrive dans un club, c'est un peu à la Carlo Ancelotti. Il veut que tout le monde soit heureux. Alors forcément, tout le monde n'est pas heureux parce que tout le monde ne joue pas. Oui, alors, et notamment les Français. Hein. Alors, on va en parler. D'abord, c'est une Il y en a équipe pas mal. très, très française. Alors 3 Français, mais c'est la plus franchise parce qu'on compte les anciens de Ligue 1. Oui, c'est ça. Il y en a quand même 8 anciens de Ligue 1 dans cette équipe de Tottenham. Si je vous dis Danso, évidemment, vous connaissez. Spence, vous connaissez, puisqu'il Il est passé par Rennes, absolument. Il a laissé un énorme souvenir. Bissouma, Simons, quand même, Xavi Simons, et puis Pape Matar Sarr, plus évidemment Audobert, Matistel et Colomboigny. La seule chose, justement, c'est que quand on parle du clan français, on attendait plutôt Colomboigny et Tel, et que c'est Audobert qui joue, et lui, on ne l'attendait pas vraiment. Le joueur lancé par Bruno Irles lorsqu'il était à 3. D'ailleurs, Salim Dib l'a rencontré. Regardez son parcours. Oui, parce que il a été formé au PSG, il a refusé de signer un contrat pro avec le PSG. Du coup, il est parti à 3, une saison. Puis, 2023, il va à Burnley, une petite saison pour se faire les dents. Et 2024, donc depuis 2024 à Tottenham, c'est pas un buteur, on le verra, mais ça devient, il monte en puissance en tout cas dans cette équipe. Et Salim Dib l'a rencontré en compagnie de Pape Matar Sarr. Entretien croisé, montage Léa Dandois-Delegue. On a de grandes ambitions. Je disais dans les titres tout à l'heure, ce Tottenham peut vraiment être champion 64 ans après, parce que le dernier titre, ça date de 61, où je me suis un petit peu enflammé là. Non, quand on voit le début du championnat, on se demande ce qui va se passer quand même. Parce qu'entre un Liverpool qui est un petit peu malade, Arsenal qui a 4 points d'avance mais qui ne produit pas que des super matchs non plus, un Manchester City qui est irrégulier, pourquoi pas l'année de Tottenham. Mais c'est vraiment, il faudrait être devin. C'est par défaut, quoi. Non, ça veut dire que peut-être que le top 5, le top 6, peut-être même parler de top 7, Sunderland, Régis Lebris, Est en train d'exploser. c'est génial. Ah bah c'est formidable. C'est Et formidable. Bournemouth, Mais c'est Bournemouth également aussi. très franchise comme On équipe. va pas s'emballer non plus avec Tottenham Non, parce qu'ils ont eu quelques petits trous d'air déjà cette saison. Bien sûr. En Ligue des Champions, 3 buts dont 2 contre son camp. Bon, c'est pas non plus, mais c'est vrai qu'en Angleterre, vous avez raison, meilleure attaque, deuxième défense, Oui, mais- ça a tous les ingrédients d'une équipe qui peut durer. Meilleure attaque, mais le meilleur buteur, c'est Mickey Van de Ven, qui est défenseur central, Ouais. qui a marqué 5 buts toute C'est compétition. Et le deuxième meilleur buteur, ce sont les joueurs adverses qui ont marqué 4 Voilà, buts c'est ça. contre leur camp. Contre leur Donc camp. voilà, il n'y a pas un attaquant qui émerge. Et Thomas Frank n'a pas encore trouvé, et c'est peut-être normal, parce qu'il y a eu beaucoup d'arrivées, la bonne formule offensivement. Alors, David dit, on ne va pas s'emballer, pardon Non, Christophe. s'il y a eu 3 buts contre son camp, enfin contre leur camp, Oui. chez des adversaires, c'est qu'il y a une grosse pression. C'est ça. Donc c'est aussi révélateur de quelque chose. Est-ce qu'on peut s'emballer avec Wilson Audobert? Parce que je le disais tout à l'heure, on attendait quand même beaucoup plus Colomboigny et Tel dans cette équipe. Tel, il n'est même pas inscrit sur la liste C'est UEFA. ça. Et Colomboigny, il a eu sa première titularisation ce week-end. Pourquoi Audobert joue-t-il Alors après, c'est autant pas le même poste, Il est évidemment. en train de s'imposer. Mais il est en train on de peut s'imposer. s'emballer avec lui? Eh ben, en tout cas, il va être suivi, c'est sûr. Il est suivi par le staff de l'équipe de France, tout ça. Et puis, il va jouer la Ligue des Champions. Moi, je l'ai vu à Monaco, justement. Il a été très, très bon. Il y a Kudus d'un côté et Audobert de l'autre. Franchement, il est en train de monter en puissance. Il est jeune, international espoir, vous l'avez dit, 20 ans. Il a une belle marge de progression encore, mais il s'illustre. Vous avez
revu ces matchs avec Christophe. Oui, et effectivement, il y a pas mal de choses intéressantes dans ce que montre Wilson Odobert depuis le début de cette saison. On s'appuie sur ces 2 derniers matchs. Déjà, Christophe, c'est un joueur qui, dans l'élimination, le dribble, a quelque chose de sûr et d'agréable. Il est perturbateur. Il a une capacité d'accélération dans les demi-espaces qui est très très intéressante. Il arrive, il trouve des solutions. Ça bouge très très. Regardez, sur des espaces un peu plus importants, il fait aussi des différences. C'est un joueur, pour l'instant, c'est encore plus un joueur d'instinct que de vraiment, comment dirais-je, un peu tactique. Mais on va le voir sur une récupération de balle. Regardez ce qui va se passer. Il récupère le ballon. Et il est parti. Il le sent. Il sent, il pousse l'accélération. Il élimine quasiment deux lignes. Après, ça pêche un petit peu. Mais il a cette capacité. Et à 20 ans, quand on est capable de faire ça, regardez. Alors, ce qui lui manque, Christophe, ce sont les statistiques encore. Il n'a pas encore marqué, même s'il ose. Là, il a essayé, il est rentré sur son pied droit. Il a cette capacité aussi de pouvoir varier. On a vu la frappe, c'était quasiment la même situation tout à l'heure. Il a choisi la frappe, là, il choisit le centre. Et il est également précis dans cet exercice. Toujours sur son côté gauche, bien sûr. Alors, pour l'instant, il joue à gauche, parce qu'il y a très peu de personnes qui ont envie de jouer à gauche. Mais regardez ce centre. C'est un centre super dangereux. Donc, petit à petit, il va peut-être pas devenir un métronome tout de suite, mais il va trouver de l'efficacité. Potentiellement équipe de France. Il est en espoir, là, David. Il a marqué 4 buts sur ses 2 derniers matchs en espoir. Il est suivi, comme il fait la Ligue des Champions. On a envie de s'emballer, en tout cas. Il y a un problème en équipe. Non, c'est pas un problème. Vous avez vu le potentiel offensif de Oui, c'est ça le problème. On le verra samedi soir, 18h30, Tottenham-Chelsea sur Canal. Soyez là et rendez-vous, comme d'habitude, sur les antennes du groupe Canal pour suivre la Première Ligue en intégralité tout le week-end. Ça joue en France ce soir, ça joue en Angleterre et ça joue en Allemagne avec un Bayern qui va tenter, avec la Coupe d'Allemagne, d'enchaîner sur une 14e victoire en 14 matchs cette saison. C'est jamais vu. Non, c'est le Milan et le Bayern qui, pour l'instant, détiennent ce record de 13 victoires, toutes compétitions confondues, d'affilée. 14, ce sera un record historique ce soir. Nous sommes en ligne avec Alexis Menuge, notre correspondant en Allemagne. Bonsoir Alexis. Et dites-moi, vous qui habitez Munich depuis plus de 20 ans, et ça fait longtemps que vous n'aviez pas vu un Bayern aussi fort, depuis longtemps, depuis très longtemps, depuis toujours? On va dire, Eric, depuis une dizaine d'années, le Bayern version Guardiola qui maîtrisait quasiment parfaitement son sujet. Le seul X a été bien sûr 3 éliminations en 3 ans en demi-finale de Ligue des Champions, mais sur le plan du jeu, c'était vraiment un régal avec des prestations souvent à l'approche de la perfection. Et on s'en rapproche doucement mais sûrement avec compagnie et peut-être qu'il va même dépasser Guardiola en remportant la Coupe aux grandes oreilles dans quelques mois, qui sait. C'est aujourd'hui le seul rival du PSG en Europe, le Bayern. Ah oui, clairement. Oui, c'est le plus fort pour concurrencer et pour vraiment se batailler. À ce jour, évidemment. Oui, si on parle maintenant, oui. Après, il y a des clubs comme le Real, comme le Barça, qui vont monter en puissance et qui seront meilleurs au printemps. Et puisqu'on parle du Bayern, inévitablement, on parlait de Tottenham tout à l'heure, on est obligé de parler d'Harry Kane. Alexis, il n'a jamais, lui non plus, été aussi fort. Oui, lui c'est comme un bon vin. Plus il vieillit, plus il est fort. 32 ans, mais la saison dernière, il y avait quelques passages à vide, notamment en Ligue des Champions, mais cette saison, il est vraiment très régulier. Alors on le savait, il marque beaucoup de buts, il délivre beaucoup de passes décisives, mais il est aussi à l'origine de beaucoup d'actions de son propre camp, voire de sa propre surface. Donc il a vraiment su étendre sa palette. Et on a le Kane dans la forme de sa vie depuis quelques semaines, ça c'est sûr. Il en est où, David, dans son match à 3 avec Mbappé et Haaland? Oui, parce que c'est le feuilleton de jour de foot, quand même, jusqu'à la fin de la saison. Et la Ligue des Champions. Ah oui, et puis parce qu'il y a le record de Messi, on y reviendra, qui est en jeu sur une saison. Alors on compte but en club et en sélection. On en est, donc pour l'instant, c'est Haaland, 24. Kane est juste derrière, 23 buts, et Mbappé un peu à la traîne, seulement 19. Et c'est prodigieux. Et le record de Messi, c'est combien? Alors le record de Messi, c'était 82 buts sur la saison, mais juste pour vous dire, à cette époque de l'année, Messi, il en était à 20. Donc vous voyez que Kane est devant pour l'instant, Messi dans le rythme là, de ils croisière. sont sur la base d'une centaine de buts, ce qui est évidemment du jamais vu. C'est possible, ils peuvent tenir ce rythme ou pas? Je sais pas. Je suis pas. Faut pas qu'il y ait de blessures. On en a envie. Là, il y a aussi eu des matchs assez facile pour des joueurs de ce calibre-là. En sélection, on pense à Haaland qui a marqué 5 buts contre la Moldavie. Enfin, ça, c'est des buts un peu donnés. Je pense qu'au mois de mars et avril prochain, les adversaires seront d'un autre calibre pour enchaîner autant. On est en tout cas sur les bases des 100 buts, c'est ce qu'on va retenir. Et ce qui est fou, ce qui est complètement dingue, c'est que ce sont 3 attaquants, mais alors radicalement différents. Oui, parce qu'on peut les comparer dans le nombre de buts marqués, mais sur le terrain, c'est assez incroyable. Regardez, on va vous montrer cette
heatmap, c'est-à-dire le positionnement, la zone d'activité de Kane à gauche, Mbappé au milieu, Haaland à droite. Regardez quand même, c'est ça du simple au double avec Haaland. Harry Kane, il est partout. C'est-à-dire pas seulement dans les 25 matchs les plus dangereux. Mbappé a une grosse activité mais reste dans la moitié de terrain adverse. Et Haaland, alors lui touche encore moins de ballons et ne s'éparpille pas. Mais pour Kane, c'est le travail effectué. Alors ça, c'est uniquement en Ligue des Champions, on précise. Hein. Mais le positionnement de Kane est incroyable. C'est saisissant quand même, cette heatmap. Hein. Celui de Kane, c'est le positionnement d'un milieu offensif qui fait aussi les efforts défensifs. Ouais. C'est pas celui... Alors, ce qu'il est un peu devenu. Quoi. Oui, il n'est plus numéro 9 comme il était à Tottenham. Mais là, il a toujours eu un grand volume de jeu, Harry Kane. Mais quand il était lié à Tottenham et à Hugminson, son registre était un petit peu différent. C'est celui qui revenait le plus par rapport à Hugminson et qui parvenait à se projeter. Aujourd'hui, nous en parlions tout à l'heure, il a une liberté d'action exceptionnelle. Et ça, on peut le voir en image hein. Absolument, c'est vrai qu'on peut observer ce rôle hybride, à la fois celui d'un avant-centre, il reste un attaquant qui marque beaucoup de buts, mais il est aussi organisateur, il redescend très bas, il use de longs ballons, un peu comme un quarterback. Ça lui permet de partir de plus loin et de se retrouver régulièrement libre également dans la surface de réparation parce qu'il n'a pas un défenseur qui peut le suivre sur toute une action. Donc là, il y a deux situations un peu similaires où on le voit partir de plus bas et se projeter. C'est génial parce que tous les défenseurs sont omnibulés par le ballon et ne voient plus Kane qui part dans leur dos. Et là, vous vous rendez compte, il joue quasiment comme un latéral gauche. Il trouve une super passe. Parce que c'est un très bon passeur, c'est un très bon technicien. Et là, on croit qu'il va recommencer, mais pas du tout. C'est là qu'il a de la variété dans ce qu'il propose. On pense qu'il va réclamer le ballon dans les pieds de ses défenseurs. Et finalement, à 32 ans, il a toujours de bonnes jambes. Non, mais il a de bonnes jambes, il a une super conduite de balle. Et puis surtout, il sait très bien où est l'adversaire qui va vouloir le presser, qui va vouloir le poursuivre, pardon. Du coup, on l'oublie. Et regardez, là, on le retrouve. Celle-ci, elle est magnifique. Vous avez 7 joueurs qui ne regardent que le ballon. Et Kane, très malin, passe dans leur dos. Et là encore, plus étrange comme situation, phase de possession pour Bruges, on le voit être en attaque et redescendre sur la longue relance du gardien pour jouer comme un numéro 6 et venir gagner son duel de la tête. Donc ça, on le voit très très peu. Enfin, je n'ai pas souvenir de voir des attaquants qui font ce genre de déplacement sur les dégagements du gardien adverse. Mais rien n'est dû au hasard. Hein. Dans tout ce qu'on voit, c'est travailler. Il a une liberté d'action parce qu'il a les qualités pour le faire. Il a encore le volume pour le faire. Il se trouve bien dans son équipe et sa palette technique et tactique lui permet d'envisager toutes ces séquences, toutes ces options possibles. Ah, Alexis, 2 mots encore. Michael Olise, forcément, pour nous Français, dans le cœur des supporters bavarois, il est au niveau de Kane, il est juste devant, il est juste en dessous. Si vous me permettez d'être sincère, il est quand même un petit peu en dessous d'Harry Kane, qui a pris la succession de Thomas Müller au niveau de Publikumsliebling, donc du chouchou d'Allianz Arena. Mais Olise n'est pas très loin parce qu'il est très régulier dans ses performances, il ne parle jamais en dehors des terrains et qu'il est si discret, si mystérieux sur les pelouses, il est toujours aussi impressionnant. Et je vais vous demander un mot également sur Lennart Karl, 17 ans, qui nous a éblouis à Bruges. Vous étiez sur le plateau du multiplex, vous n'en revenez toujours pas. Il a juste 17 ans. Est-ce qu'on peut le revoir, ce but de Lennart Karl, 17 ans au Club Bruges? Suivez-le. Vous êtes plus jeune Allemand à marquer en Ligue des Champions. C'est la prise d'initiative. Il a tout de suite perçu l'espace dans lequel il pouvait s'engouffrer. Il a tout de suite perçu le côté vers lequel il pouvait tirer. Regardez, tout est maîtrisé. C'est extraordinaire. Voilà, 17 ans. Et ce week-end, il a marqué quasiment le même but, mais il a choisi l'autre lucarne contre le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga. C'est vrai qu'on ne le connaissait pas vraiment, Alexis. Ça y est, il est devenu la nouvelle idole des supporters, parce que nous, en France, on ne le connaissait pas avant la semaine dernière. Il faut dire que c'est rare quand même qu'un jeune du centre de formation du Bayern perce et fasse une grande carrière. Le dernier, c'était Thomas Müller en 2008, à l'époque, avec Klinsmann comme entraîneur. Donc, il a fallu quasiment attendre 17 ans pour trouver le prochain, probablement, parce que Karl va devoir confirmer. Mais c'est vrai qu'il est sur un très bon chemin. Et d'ailleurs, les dirigeants s'attellent à lui prolonger son contrat, le blinder, pour ne surtout pas partir en Première Ligue. On a retrouvé une petite image de lui. Alors, il y a celle-là qui a fait le tour du monde, évidemment, mais une petite image de lui. Il a 13 ans, c'est à Francfort. Et regardez ces images, parce qu'elles sont quand même... Oui, c'est ça, c'est récent, en fait. Voilà. Et on le compare à Ribéry déjà, parce qu'on sait qu'il peut jouer à droite, à gauche, même en numéro 10. Enfin, il a une panoplie formidable. Même en termes de morphologie, c'est pas un géant. C'est un centre de gravité assez bas.
qui lui permet de se mouvoir très rapidement et d'échapper souvent à une pression importante. J'espère vraiment qu'on va continuer à parler de lui, parce qu'il a une palette technique gigantesque. En tout cas, il y a un PSG Bayern qui est très attendu. Théo, vous vouliez dire? Je disais Ryan Robben, c'est l'autre côté, c'est le pied gauche pour Lennart Kern. On le compare, bref, à tous les grands joueurs du Bayern de ces dernières années. Est-ce qu'on en parle déjà de ce PSG Bayern à Munich, Alexis? Mardi prochain, au parc? Pas du tout. Il y a la réception de Leverkusen samedi, mais après on va passer aux choses sérieuses parce que le PSG est considéré comme le rival numéro 1 du Bayern en Ligue des Champions cette saison, en tout cas en ce moment. Et il va y avoir un gros souci pour le Paris Saint-Germain qui joue ce soir à Lorient parce que Désiré Doué s'est blessé, David. C'est même une rechute puisqu'il s'était blessé à la cuisse en septembre et là, visiblement, c'est encore la même cuisse et on craint effectivement une longue indisponibilité. C'est un énorme coup dur pour le Paris Saint-Germain. Et là, alors évidemment, on attend de plus en plus d'informations, mais c'est encore les séquelles d'un été agité, compliqué, du trop plein de matchs ou pas? Si malheureusement ce type de blessure, c'est horrible, hein, parce que faire une rechute, ça peut être encore plus long, mais si ça peut mettre en évidence l'absurdité du nombre de matchs que doivent disputer les joueurs de très haut niveau, il faut passer par là. C'est malheureux, c'est pathétique. Merci Alexis Menuge d'avoir été avec nous. On vous retrouve très vite évidemment sur les antennes du groupe Canal dans Jour de foot notamment. Et on va continuer de parler du Bayern d'ailleurs juste après Jour de foot maintenant puisque l'histoire de Champions est consacrée à Thomas Müller. Luis Enrique, Olivier Talaron, s'est-il trompé ce soir? Alors c'est une question assez vaste, on reparlera évidemment de la blessure de Désiré Doué, mais restons d'abord sur un constat général. La question évidemment au vu notamment de sa composition du soir, du 11 aligné. Bon, c'est dur de répondre à cette question parce qu'il fait globalement toujours tourner depuis le début de saison en Ligue 1 et avant ce match, Paris était quand même leader malgré beaucoup de blessés, des changements contraints souvent. Est-ce qu'il s'est trompé? Je dirais oui, et la preuve en est qu'il a changé quand même quasiment tout son milieu de terrain à la mi-temps, donc on peut imaginer qu'il n'était pas du tout content de ce qu'il a vu et donc de ses choix initiaux, puisque et Joao Neves et Vitinha sont rentrés, qui sont deux joueurs importants, et il avait mis une équipe extrêmement jeune. Est-ce qu'on est dans les limites du turnover? C'est possible, parce qu'on voit que depuis 3-4 matchs, le bilan n'est pas extraordinaire, loin de là, en championnat. Et donc ça confirme ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il y a une équipe en Ligue des Champions où ça tourne bien, voire parfaitement, puisque Paris est leader de la Ligue des Champions, et qu'en Ligue 1, il faut peut-être faire moins de turnover pour que ça tourne mieux. Paris vient de prendre seulement 9 points sur 18 en Ligue 1, donc ça c'est insuffisant. Et ce soir, il y a deux choses à séparer. Il y a le résultat qui n'est pas bon, mais il y a le contenu qui n'est pas bon. Et ça, c'est plus rare. Paris, parfois, se fait accrocher, mais en étant ultra dominateur, en ayant des occasions. Et là, ce soir, il en manquait trop, à la limite, pour avoir mieux. Et ça, c'est un petit peu nouveau quand même. On s'est déjà dit la dernière fois face à Strasbourg qu'il commençait à y avoir beaucoup d'écart entre les doublures et les titulaires, qu'il y en avait peut-être un peu trop. Il va falloir faire attention à ça. Ils ont quand même 80% de possession, 15 tirs. Ok, restons sur Luis Enrique. S'est-il trompé ce soir? Je rappelle simplement que N'Jantou, Mbaye, Mayoulou étaient titulaires, que Zabarni était aligné à droite. Philippe Carayon. Pour moi, pas du tout. Vous le dites vous-même, il a plus ou moins toujours fait ça, particulièrement en Ligue 1. Mais messieurs, quelle est la différence entre aujourd'hui et avant? C'est les blessures. Jusqu'ici. Sauf que là, il y en avait beaucoup moins. À part Fabien Ruiz, il a tout son effectif aujourd'hui. Il a fini en vacances. Il aurait pu aligner une équipe plus compétitive. Je pense que dans cette période de turbulence nouvelle, de blessures, contrairement aux années précédentes, ce qui se passe, c'est par voie de conséquence, les réservistes, la carte jeune, c'est bon sur 1 ou 2 matchs, mais sur 5 ou 6, ça tient pas forcément la route. Et deuxièmement, je crois que dans cette période-là, très clairement, Enrique et le PSG priorisent totalement la Coupe d'Europe. Oui, ils font tout. La composition de ce soir, elle vous donne en creux, en miroir, la composition du Bayern. Ils priorisent la Coupe d'Europe. Priorité totale, et on perd des points en route. Paris a 5 points de moins que l'année dernière. Il priorise la Coupe d'Europe ou il prend de haut la Ligue 1? C'est pas la même vision des choses. Une fois de plus, Olivier. Non. Je pense peut-être qu'il a il sait sans doute qu'il a un peu de marge en Ligue 1 par rapport aux autres. Bon, là, au classement, ça se voit pas trop. Ce soir, vous êtes face au 16e de Ligue 1 et ça veut dire que vous n'avez pas de marge pour le coup avec ce 11-là. D'où la limite du turnover. Mais je pense
il a toujours fait ça, hein, Luis Enrique, même l'année dernière, en Ligue 1, il tournait quand même régulièrement. Et c'est sûr qu'il a été un peu échaudé par le nombre de blessures. Il y a eu jusqu'à 10 joueurs blessés quand même. Et c'est aussi pour ça qu'il fait La preuve que ça marche pas, c'est qu'il a perdu un joueur important ce soir. Il peut pas protéger tout le temps tout le monde, en fait. Oui, il a perdu un joueur qui était prêt. Hein, c'est pas parce qu'il n'était pas complètement rétabli. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que le turnover ne met pas à l'abri de graves blessures de joueurs majeurs. Juste avant de parler Mais justement, d'où la nécessité de turnover et de protéger, puisque tu as encore un joueur qui a priori était apte ce soir, qui se pète et qui se blesse gravement. Donc c'est encore plus important de gérer, de faire attention à tout pour au moins performer en Coupe d'Europe. Que vous fassiez attention ou pas, ce soir, la blessure, personne n'est responsable. Okay. Comme vous êtes les maîtres de l'émission, image du coup de Désiré Doué. Non mais je me permets et on rebondit. Parce que ça, évidemment, c'est quasiment l'image de la soirée, sortie donc en béquille dans les couloirs du Moustoir ce soir. Blessure a priori musculaire. C'est musculaire, on peut le confirmer. Il a été il est fauché en pleine course. Enfin, on sent que sur une accélération, ça craque. Je ne sais pas à quel point, mais c'est au minimum je pense une grosse déchirure. Quoi. C'est musculaire et IRM de main. Il avait très mal, il était en larmes. La saison dernière, on a loué le fait qu'il n'y ait pas de blessé du côté du Paris Saint-Germain parce qu'il y avait justement un turnover qui était maîtrisé. Voilà. Cette année, on ne peut pas lui reprocher de faire du turnover, justement. D'autant plus qu'il n'a pas eu de préparation. Oui, donc je pense qu'il est nécessaire. Voilà. Je pense que le turnover a déjà fait ses preuves. On ne va pas revenir dessus, justement, et le mettre en doute en disant qu'il fait trop tourner. Bien sûr. Donc moi, je pense qu'il est valable, son turnover. Après, effectivement, même en faisant tourner, vous n'êtes pas à l'abri d'une blessure, vous n'êtes pas à l'abri d'une mauvaise intervention. Là, c'est seul, apparemment, c'est musculaire. Seul, Après, sur ses choix, s'il y a peut-être un truc qui ne marche pas, je trouve, dans sa composition, c'est que c'est la deuxième fois, je crois, qu'il met cette défense quasi à 3. On a dit Zabarni, mais c'était une défense à 3 en fait ce soir. Et Beraldo a encore joué, et Beraldo n'a pas été bon. Et donc du coup, c'est peut-être dans ces choix-là. Quand Beraldo joue, ça se passe mal. Dans ces choix-là, je trouve que sur le but. C'est pas que se trompe, mais il relance des joueurs qui cette défense en tous les cas elle est très poreuse. C'est un Paris Saint-Germain qui sur le début de saison prend beaucoup de buts par rapport aux saisons précédentes. Donc c'est pas spécialement une question de turnover. C'est aussi là aujourd'hui des joueurs qui sont peut-être Zabarni est en difficulté depuis plusieurs semaines. Il a un peu de mal à s'acclimater. Beraldo, oui, lui aussi, des envies de départ, mais lorsqu'il joue, mais il n'est pas convaincant. Donc, et Pacho n'était pas là. Et quand Pacho n'est pas là, donc il y a pas mal de choses. Et ce turnover, d'ordinaire, les saisons, notamment l'année dernière, lorsqu'il reposait un cadre, un Marquinhos ou un Pacho. On rappelle quand même qu'on parle d'une équipe qui est leader de Ligue 1, qui rate son match. On peut, je sais pas, ça peut être un jour sans aussi pour beaucoup de joueurs aujourd'hui. Hein, oui, bien sûr. Même les entrants, Gvara n'a pas fait grand-chose, Barcola non plus. Bon. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour Paris, étonnamment, dans ce match. Il n'y a pas eu non plus une intensité. On s'était fait un peu la même réflexion, je reviens dessus, sur la réception de Strasbourg. Une première mi-temps. Ouais, exactement. On va l'écouter, messieurs. Luis Enrique, en conférence de presse à l'issue donc de ce match nul. Forcément, le boss n'était pas très satisfait. Peut-être que les cadres pas à emmener la vague de jeunes ou les jeunes qui réussissent pas à amener la fougue sur laquelle ils font. Non, ça a été un match très difficile pour tous les joueurs, pour l'équipe. Et en ce moment-là, ce que je sens, c'est un petit peu de frustration parce que je ne peux aider mon équipe comme ils ont besoin. Et pour mon métier et pour mon travail, c'était un petit de frustration. Intéressant la prise de parole là de Luis Enrique, Philippe. Il est déçu. Oui. Voilà, pour une fois, quand il est déçu du contenu du match de son équipe, il ne le cache pas trop pour une fois. Voilà. Ouais, c'est rare qu'il critique en fait, le contenu. D'habitude, il dit souvent, même quand ils perdent, qu'ils ont fait un super match et qu'il est content. Mais... On peut noter quand même que Dembélé a de nouveau été titulaire. Première titularisation depuis sa blessure. Mais il était que sur la feuille de match. Hein, on l'a... vous lui en mettez une petite là. Non, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui. Il n'y a pas que les jeunes. Quoi. Voilà. Non, mais bien sûr. Il n'y a pas que les jeunes. Vous avez totalement raison. Et on en revient à l'état physique, au global des troupes. Avec encore un comme Doué qui se blesse, je pense, malheureusement, gravement ce soir. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Ça va fragiliser aussi peut-être les autres aussi. Il y a un truc qui s'installe. Voilà. Mais ça, c'est sûr que ça va. Je vais pas parler de psychose, mais un petit peu. Ils étaient déjà prudents, ils vont l'être encore plus. Voilà, ça va cultiver, ça va surtout quand vous voyez que même en faisant des prestations comme ça, vous êtes quand même leader, vous vous dites bon, finalement, est-ce que je vais prendre plus de risques avec mes joueurs? Non, pas comme ça, Dembélé. Il a joué en se disant. Je fais le temps que j'ai à faire, mais surtout je me blesse pas, je prends zéro risque. Et du coup, José, si par exemple moi j'interprète que cette fois-ci pour la première fois il était titulaire et il joue 1 heure, Dembélé,
vous trouvez que sa prestation n'est pas du tout convaincante. Est-ce que vous pensez que ça met en danger sa titularisation face au Bayern, qui me semblait programmé. Non, mais peut-être que le coach peut tirer. Oh non, il a osé. Philippe, moi j'irais encore plus loin, c'est-à-dire même s'il avait été super fort ce soir, il serait sorti au bout d'une heure. Parce que c'était calibré comme ça. Et peut-être que le coach peut estimer, vu qu'il est titulaire uniquement ce soir pour la première fois depuis son retour, qu'il est peut-être pas prêt à débuter un match qui va être tellement intense. Là, c'est seul contre tous. Si jamais, mais attendez, si jamais Ousmane Dembélé est sur le banc face au Bayern, vous recevrez tous un petit texto de Philippe Carraillon et il aura bien raison. Mais dans son analyse avec son staff ce soir, dans ces cas-là, il n'y en a aucun qui jouera contre le Bayern. Non, mais niveau ce soir. non, mais on parle de Dembélé, cas spécifique. Imaginons qu'avec son staff ce soir, il se dit, vous savez quoi là, il n'est pas encore assez dans le coup pour faire débuter. Ça sera peut-être mieux de le faire rentrer en deuxième mi-temps. Il y a encore 10. Je pense justement qu'il se dit ce soir il est pas au top, mais on lui a fait jouer 1 heure. Voilà, il a pris 1 heure de jeu dans les jambes. Ouais, mais José dit qu'il était juste sur la feuille de match, mais pas sur le terrain. L'Olympique Lyonnais dans 30 secondes. Messieurs, parce qu'il a joué. Oui, parce qu'il voulait pas. Lyon dans 30 secondes. Il voulait pas. Mais une prise de parole importante quand même, messieurs, justement, Luis Enrique, une deuxième fois, concernant Désiré Doué. C'est toujours mauvaise nouvelle quand il y a des blessures. Ça a été une blessure un petit bizarre. Je ne sais encore quel est exactement son état et j'espère que ne soit pas une blessure très, très importante.